Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi je vais démarrer ces journées par un petit point sur les actualités du SINP. Mais avant cela, je voudrais faire un petit point bilan, plutôt un point d'étape, revenir un petit peu sur l'historique, la genèse du SINP, et donc regarder un petit peu en arrière avec la création du SINP en 2007. Comme vous le savez certainement, le SINP il a été créé face à l'enjeu d'améliorer l'accessibilité aux informations environnementales pour tous les citoyens. Donc c'est là vraiment son but, son objectif. Et face à cela, il a été nécessaire d'organiser en conséquence un certain nombre de systèmes d'information. Dès sa création en 2007, le SINP, en fait, il pose le principe qu'il est absolument nécessaire de partager l'ensemble des informations, les outils, et d'élaborer en fait des règles et des principes communs. Donc on est vraiment dans un réseau qui partage un ensemble de traits communs et qui s'accordent pour les organiser. Donc il est vraiment conçu dès sa création comme un système qui se veut clairement collaboratif et qui regroupe l'ensemble des acteurs, donc à la fois les acteurs en charge de la production, mais aussi de la gestion, de la validation et de la diffusion des données. Quelques petits points chronologiques. En 2013, premier protocole du SINP publié sous la forme d'une circulaire. Donc le 15 mai 2013, s'en suivra un second protocole, plus connu, celui de 2017. Et puis, plus récemment, le schéma métier du SINP, publié donc au bulletin officiel par une décision. Donc l'année dernière, je vais revenir dans ma présentation un petit peu tout à l'heure là sur ce sujet en particulier. Donc, toujours sur le sujet du bilan, du point d'étape, moi je pense important de regarder un petit peu où on en est depuis cette création en 2007 et de regarder un petit peu, de se tourner vers les résultats. Donc si on regarde un petit peu aujourd'hui, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est à diffuser plus de 120 millions de données sur les espèces. Donc c'est quand même un beau chiffre, c'est une belle réussite collective, ce qui représente une croissance d'environ 15-20% par an. Et la France se place aujourd'hui comme le deuxième pays en nombre de données partagées au niveau mondial, juste après les États-Unis. On mobilise également plus de 4 millions de données sur les habitats, donc thématique qu'on a largement contribué à développer au cours des dernières années. Et on a actuellement plus de 2,8 millions de visites par an sur le site de l'INPN, donc, qui est la plateforme nationale du SINP, comme vous le savez. Donc le SINP, c'est un dispositif qui a, depuis sa création, en fait, contribué à consolider un certain nombre de programmes, des programmes historiques, tels que les SNIEF, l'INPG, l'Inventaire national du patrimoine géologique, TaxRef ou encore ABREF, et qui permet actuellement d'accompagner le lancement de nouveaux projets tels que CARAB ou encore la surveillance de la biodiversité terrestre. Donc toujours du côté des points d'étape, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une animation territorialisée qui tend à se généraliser, avec aujourd'hui plus de 2 tiers des territoires, je compte la métropole et l'outre-mer, qui réellement animent, organisent, valident et diffusent des données. Donc ça, c'est aussi un large succès collectif, donc il va falloir continuer pour arriver à couvrir l'ensemble des territoires. Et puis on arrive à mobiliser une large diversité d'acteurs, donc ça c'est aussi un point important. On mobilise autant des établissements publics que des associations, que des bureaux d'études, que des gestionnaires d'espace. Et puis, ce qu'on commence à voir également, c'est une gouvernance qui globalement se renforce entre l'État et la région à l'échelle des territoires. Donc ça dépend évidemment des régions, mais globalement, c'est quand même une collaboration qui tend à se renforcer. Dernier point sur les points d'étape, je voulais regarder un petit peu du côté des portails de diffusion qu'on a pu mettre en place. Vous le savez certainement, on a un site dédié au gros projet du SINP qui est accessible à l'adresse sinp.naturefrance.fr, qui est en fait le site des gros projets sur lesquels on diffuse un certain nombre de documents, on diffuse les comptes rendus des réunions. C'est un site qui est collaboratif, qui est alimenté au quotidien par les différents collègues qui gèrent ces groupes projets et qui est aussi ouvert aux régions pour présenter les travaux qui sont mis en place sur leur territoire. On a donc une plateforme nationale, je l'ai déjà cité, l'INPN, inpn.mnhn.fr, qui fait donc le lien avec l'international. Donc l'international, j'entends le gbif.org. Et puis, 8 plateformes régionales officiellement habilitées. Je dis officiellement habilitées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres plateformes régionales il y a d'autres plateformes régionales qui fonctionnent, qui ne sont pas officiellement habilitées dans le sens où elles n'ont pas encore déposé un dossier. Les 8 sont PACA, Centre-Val de Loire, La Réunion, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Laurent l'a dit un petit peu dans son point d'introduction, les connaissances du SINP, elles doivent servir. L'idée, c'est pas de faire forcément de la donnée pour de la donnée, mais vraiment de mettre à disposition ces connaissances pour les politiques publiques sur le patrimoine naturel. Donc ce socle de connaissances doit servir pour les évaluations. Donc j'entends par exemple l'élaboration des listes rouges, pour tout ce qui relève des suivis, pour tout ce qui relève également des rapportages européens. Donc on va entendre parler de la directive Habitat Faune Flore, la directive Oiseaux dans les prochains mois, si ce n'est prochaines semaines. Donc c'est vraiment un dispositif qui doit appuyer ces politiques et qui doit aussi servir à alimenter les actions du système d'information sur la biodiversité, donc l'un des 3 systèmes d'information fédérateurs. L'idée, c'est que le SINP s'occupe de l'État et qu'il doit servir en fait à établir des corrélations entre l'état de l'environnement, les pressions qui s'exercent sur l'environnement et l'enjeu d'y répondre, donc le modèle des PSIR pour ceux qui connaissent. J'en ai terminé avec ce petit point d'étape, ce point bilan. Je trouve ça important de revenir un petit peu là-dessus pour les journées, parce que ça me semble vraiment représentatif d'une certaine forme de réussite. Alors il y a encore plein de choses à faire, hein, mais voilà, en tout cas ce qu'on peut en dire aujourd'hui, début 2023. Et dans les points clés sur lesquels je voulais appuyer aujourd'hui, donc j'ai traité un peu 2022, début 2023. Je voulais revenir sur le schéma métier du SINP, ça me semblait un point important à aborder à l'ouverture de ces journées. Je voulais aussi parler des axes stratégiques du SINP pour les prochaines années. Axes stratégiques qui doivent se traduire dans une feuille de route à 3 ans. Je vais y revenir et puis je voulais aussi aller voir un petit peu en détail du côté de quelques groupes projets qui sont actuellement au travail, les groupes projets en action. Donc sur le schéma métier du SINP, je pense que vous en avez tous entendu parler, ça a été les grosses actualités des derniers mois. Donc le schéma métier, je l'ai dit aussi sur ma première diapo, hein, c'est le nouveau document cadre du SINP, il remplace le protocole de 2017. Je rappelle, donc publié au bulletin officiel, vous le trouverez sur Légifrance, donc par décision le 30 août 2022. Donc on a fait évoluer le protocole du SINP pour différentes raisons. Donc le pourquoi, en premier lieu, il était urgent de se mettre en conformité avec les règles d'ouverture des données et donc de mettre le SINP en conformité législative. Donc j'entends derrière ça la Convention d'Aarhus, le CRPA, la loi Le Maire, etc. Donc toutes les règles qui régissent l'ouverture des données. Une évolution, donc pourquoi? En deuxième point, s'inclure évidemment dans le système d'information sur la biodiversité, donc le SIB, avec la mise en place du SNDB, le schéma national des données sur la biodiversité, qui a été publié par arrêté ministériel en décembre 2020. Donc il était vraiment important de repositionner le SINP dans ce contexte-là, le SINP étant donc un système d'information dit métier du SIB, pour le jargon. On en a profité également pour re-questionner le périmètre, avec l'idée de proposer un périmètre plus pertinent pour le dispositif et de re-questionner aussi sa gouvernance et de reproposer des évolutions de gouvernance pour qu'elle soit plus efficiente. Je vais revenir sur ces 2 derniers points juste après. Alors certes, il y a des évolutions qui ont été mises en place dans ce contexte-là, mais il n'y a pas que des évolutions. Évidemment, il y a un certain nombre de constantes et que je trouve aussi important de rappeler. Donc dans ces constantes, on a évidemment le maintien de la dynamique partenariale. Je l'ai dit aussi sur ma première diapo, le SINP était dès l'origine conçu comme un dispositif partenarial, collaboratif. Donc on maintient bien évidemment ce trait-là du SINP. On maintient également la démarche d'habilitation des plateformes régionales qu'on pourra certes peut-être faire évoluer de manière à ce qu'il soit par exemple plus simple de renouveler une habilitation, des choses comme ça. On en avait déjà parlé dans le cadre de différentes réunions préalables, mais on maintient cette démarche d'habilitation régionale et on réaffirme deux grands principes, hein, le principe de subsidiarité et de régionalisation que vous connaissez pour le SINP et on réaffirme parallèlement l'enjeu de mutualiser les outils et les méthodes à l'échelle de ce grand réseau d'acteurs qu'est le SINP. Donc je viens de vous le dire, hein, le périmètre a été redéfini dans ce contexte-là, de même que la gouvernance a évolué. Pour simplifier au niveau du périmètre, Laurent l'a dit un petit peu aussi dans son introduction, le SINP il consiste à traiter l'ensemble des données sur la connaissance de l'état
ou des tendances qui sont relatives au patrimoine naturel. Et quand on parle de l'inventaire du patrimoine naturel, en fait, on se réfère au L124.4 du Code de l'environnement. Donc, si vous voulez aller voir la définition complète de l'inventaire du patrimoine naturel, je vous invite à aller regarder les textes officiels. Et on traite de toutes les données de ce périmètre. Donc, on a beaucoup parlé d'occurrence, en fait, jusqu'à présent dans le SINP, mais ce n'est pas le seul type de données qu'on doit gérer. On doit aussi gérer des données de synthèse. Donc, il y a différents types de données de synthèse, mais il y a les variables essentielles de biodiversité. On en a parlé Laurent en a parlé juste dans son introduction, les fameuses EBV. On traite aussi des données de référence, des bases de connaissances, donc tout ce qui est données de traits associées aux espèces, aux habitats. Ça fait partie du périmètre du SINP, on doit renforcer ces thématiques. Et évidemment, donc, toutes les thématiques qui relèvent de l'inventaire du patrimoine naturel, au rang du texte que je citais du Code de l'environnement tout à l'heure, le L124.4. Je me suis trompée de texte en plus. Mais bon, c'est pas grave, j'y reviendrai après. Les espèces, les habitats et la géologie. On entend aussi beaucoup parler des programmes. Alors les programmes SNIEF, CARAB, l'INPG, l'Inventaire national du patrimoine géologique, tout ça, ce sont des programmes qui relèvent bien de l'inventaire du patrimoine naturel. Donc on ne doit pas opposer au SINP, ils font bien partie du SINP, ils s'incluent bien dans cette grande démarche. Et voilà, et donc c'est important dans le langage de bien prendre en compte cela. Donc voilà pour ce que traite le SINP. Un point important qu'il ne traite plus par rapport à l'ex-SINP, qui était, comme vous le connaissez, le système d'information sur la nature et les paysages. Donc vous avez vu qu'on a gardé le logo, on a gardé l'abréviation, le sigle, mais maintenant on parle de système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Le SINP ne traite donc plus des données sur les paysages, pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a un système d'information métier dédié au paysage dans le cadre du SIB. Voilà, alors je voulais regarder un petit peu aussi du côté de la nouvelle gouvernance qu'on a mis en place. Donc là, c'est un schéma de cette gouvernance que vous trouverez aussi dans le schéma métier. Donc on a le maintien d'un COPIL SINP qui joue le rôle de pilotage global, qui est donc positionné ici. On a 4 comités qui sont rattachés à ce COPIL, je vais les détailler un petit peu après, qui eux ont mandat en fait pour proposer des orientations dans le cadre général du COPIL évidemment. Donc le comité des inventaires, le comité technique, le comité éditorial de l'INPN et le comité des correspondants régionaux. Et puis, rattaché à ces comités, on a un certain nombre de groupes projets. Alors, on parle parfois de groupes de travail, de projets, peu importe. On les regroupe sous le terme groupe projet. Et ces groupes projets-là, ils sont dédiés à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Donc, c'est eux qui travaillent au quotidien. Je voulais aller un petit peu dans le détail sur ces comités. Donc le COPIL, assez classique, il assure la coordination globale de l'ensemble du SINP. Donc c'est lui qui va définir tout ce qui est orientation générale du dispositif, valider les plans d'action, etc. Et puis on a donc ces 4 comités que je viens de citer, que sont donc le comité des inventaires. Alors le comité des inventaires, il va plutôt être ciblé sur le suivi et le pilotage scientifique, sur la coordination et le suivi des programmes d'acquisition. On a le comité technique qui, lui, va être spécialisé sur les aspects pilotage du système de données, donc tout ce qui concerne l'interopérabilité du système, type les référentiels techniques, les standards, les outils, les normes techniques. Le troisième, c'est le comité éditorial de l'INPN qui, lui, va traiter en fait de ce qui relève des principes de diffusion, donc comment les données, les informations sont exposées en fait au public, comment on transmet cette information à nos utilisateurs. Et puis le dernier comité qui est un maintien d'un comité qui existait préalablement, qui est le comité des correspondants régionaux, qui lui était mis en place et reste toujours pour faire le lien entre la gouvernance nationale du SINP et puis les plateformes régionales. Donc si on simplifie un petit peu tout ça de manière imagée, en gros, le comité technique, c'est un peu les tuyaux. Voilà, c'est comment ça circule. Le comité des inventaires, il va travailler sur qu'est-ce qu'on va injecter dans les tuyaux. Et puis le comité éditorial, c'est comment ça va sortir du robinet, comment c'est restitué. Et ce qui est important à noter dans cette nouvelle gouvernance, c'est qu'on a voulu renforcer le rôle du comité des inventaires, puisqu'en fait, si on regarde un petit peu en arrière, on a beaucoup travaillé sur la technique. On a beaucoup travaillé sur les standards, on a beaucoup travaillé sur les outils et il est vraiment nécessaire de focaliser sur l'acquisition et les stratégies d'acquisition qu'on met en place. Donc c'est notamment le rôle de ce comité.
Donc voilà pour la gouvernance. On a installé cette nouvelle gouvernance en fin d'année dernière. Donc on a tenu le COPIL en mode préfiguration en juin. De mémoire 2022. Et puis on a réuni les 4 comités que je viens de citer en fin d'année dernière. Et au-delà de l'installation de ces 4 comités, l'idée c'était de travailler sur la mise en place de 4 grands axes stratégiques, donc ont été rédigés, validés par le COPIL. Vous pouvez trouver le détail de ces axes stratégiques sur le site du SINP dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ces 4 axes stratégiques retenus pour le SINP, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 4, hein. Il y a d'autres axes, mais c'est ceux qui ont été jugés considérés prioritaires. Donc je les ai mis ici. Le premier, sans grande surprise, les données ouvertes, l'open data évidemment, qui nous impose aujourd'hui de faire évoluer les modalités de gestion et de diffusion des données qui sont versées dans le SINP. Deuxième axe stratégique, la cohérence du SINP à tous les échelons territoriaux et pour l'ensemble des programmes et des dispositifs contributeurs. Donc là, on est vraiment sur la logique de respecter un ensemble de normes et de méthodes définies dans le cadre des différents groupes de travail par tous et à tous les niveaux. Il y a l'idée aussi sous-jacente d'accroître la cohérence des démarches entre les actions des différents programmes d'acquisition. Donc, je parlais tout à l'heure du comité des inventaires, donc notamment en fait d'avoir une logique en termes de priorité d'action pour l'acquisition de connaissances, aussi un enjeu de cohérence sur les restrictions de diffusion liées à la sensibilité des données. Je vais revenir d'ailleurs après sur ces questions de sensibilité des données, mais par exemple confidentiel SNIEF versus sensibilité au sens large du SINP, un bon exemple. Et puis évidemment d'usage des référentiels et des standards communs. Donc ça, c'était pour le deuxième axe le deuxième point des axes stratégiques du SINP. Le troisième, c'est l'enrichissement mutuel et ciblé du SINP par les différents programmes et dispositifs contributeurs. Donc ce qu'on entend derrière ça, c'est que le principe, c'est que chaque dispositif qui contribue doit être une source d'enrichissement pour les autres dispositifs. Donc par exemple, les atlas de la biodiversité communale et le programme CARAB doivent être utiles pour enrichir les SNIEF et moderniser et mettre à jour les différents sites SNIEF. Donc en gros, l'idée c'est que chaque programme doit être une source d'enrichissement pour les autres et de les réfléchir dès leur conception de cette manière-là. Et le dernier point, et non des moindres, évidemment la qualité des données. Donc ça, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est assez prégnant, hein. Ça rejoint d'ailleurs aussi le sujet des métadonnées qu'on abordera plus en détail demain. Le principe, c'est que les utilisateurs doivent avoir connaissance du niveau de fiabilité des informations qu'ils consultent. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que toutes les données doivent être absolument validées. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit laisser aucune ambiguïté sur le niveau de validation affecté aux données ou à des lots de données. Donc on doit encore retravailler ça dans le cadre du dispositif, hein. Il y a pas mal de groupes de travail, hein, notamment un groupe de travail sur la validation qui a travaillé ces dernières années, mais on doit encore améliorer les différents protocoles et travailler un peu plus sur la qualification aussi des jeux de données. Donc ça fait partie des 4 axes stratégiques. Donc voilà pour ces axes-là. L'enjeu à présent, donc ces axes-là, là, je les ai vraiment pas complètement détaillés. Ils sont rédigés sous la forme d'une note que vous trouverez donc en téléchargement sur le site des groupes projets, hein, dans la rubrique COPIL d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller les voir plus en détail, ou si vous avez des questions, on pourra en reparler. Et l'idée maintenant, c'est de doter le SINP d'une feuille de route à 3 ans qui décline ces axes stratégiques en actions concrètes et qui permet de suivre les actions qui ont été définies au sein des différents comités en pilotage que je vous ai présentés jusqu'à présent, donc juste avant. Donc le comité technique, inventaire, éditorial et correspondants régionaux. Donc l'enjeu et le travail qu'on a à mener là, pour les prochains mois, donc ça va aller très vite. Donc on a commencé à travailler évidemment sur cette feuille de route avec les comités qu'on a réunis en fin d'année dernière et qu'on a réunis en début d'année. Donc c'est de présenter cette feuille de route à la validation du COPIL d'ici l'été, a priori plutôt en juin. Et de traduire ensuite, avec l'enjeu évidemment, de traduire cette feuille de route dans les différentes programmations. Donc j'entends les différentes programmations parce que c'est une feuille de route du SINP, hein, c'est pas la feuille de route du niveau national, c'est une feuille de route du dispositif. Donc elle engage évidemment un certain nombre d'actions de tous les acteurs, donc feuille de route collective.
Alors, cette feuille de route, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est un tableau que j'ai simplifié ici. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. On va retrouver en ligne les 4 axes que j'ai présentés. On s'est permis de rajouter un dernier axe sur l'amélioration des portails de diffusion et sur la communication. Et on va retrouver en colonne les objectifs, les actions, les sous-actions. On travaille à établir aussi une priorisation des actions et puis on essaye de lister un certain nombre de cibles ou d'indicateurs avec échéance 1 an, échéance 2 ans, échéance 3 ans. Et puis on y met dans ce tableau quel est le comité qui assure le pilotage principal. Est-ce que c'est plutôt un travail qui relève du comité des inventaires? Est-ce que c'est plutôt un travail qui relève du comité technique? Il peut y avoir un pilote secondaire et puis on a aussi listé d'autres comités ou d'instances qui pourraient être impliqués dans le suivi. Par exemple, le CARET, si on regarde du côté du SIB, pourrait être impliqué dans les sujets qui relèvent par exemple de la mise en place des standards. Donc ça, c'est la version simplifiée du tableau de feuille de route. Alors la version moins simplifiée sur laquelle on travaille aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est assez indigeste vu comme ça, mais je vous assure que c'est quand même lisible quand on regarde un petit peu dans le détail. Donc ça, c'est notre document de travail et comme je vous le disais, l'objectif, c'est de finaliser tout ça pour présenter au COPIL en juin et faire valider donc, cette feuille qui nous engagera pour les 3 prochaines années. Est-ce que je suis dans le timing? Ouais, ça va. Je voulais aussi parler des groupes projets en action, donc les groupes projets en travail. Donc là, j'ai beaucoup parlé de la gouvernance et des comités sous le COPIL, mais je trouvais vraiment ça important de regarder du côté des groupes projets parce qu'en fait, ceux que vous voyez le plus et qui sont le plus visibles au quotidien, ce sont ces groupes de travail, ces groupes projets dans lesquels vous êtes nombreux à participer et à contribuer, quel que soit le niveau d'implication. J'en ai mis certains ici, alors ils ne sont pas tous listés. Vous les retrouverez aussi sur le site des groupes projets. Il y a le projet TaxRef, le projet ABREF, le projet Campanule. Je ne vais pas m'étendre ici puisque du coup ma collègue Camille Gazet en parlera juste après. Le groupe de travail sur la sensibilité des données à la diffusion, il y a un groupe de travail juridique, il y a le projet GINCO évidemment associé donc, sur le socle technique Géonature, OpenOps, CardOps, il y a une peine espèce, le référentiel des organismes, le groupe de travail sur les métadonnées qui est copiloté avec le CBN Alpin et un groupe de travail sur les référentiels pour la validation. Donc je ne vais pas pouvoir et avoir le temps de tous les détailler aujourd'hui et puis certains feront l'objet de présentations dans la matinée. J'en ai quand même sélectionné 5 sur lesquels je voulais m'attarder un petit peu et vous fournir quelques petits points d'actualité. Donc le premier, je ne vais pas m'attarder non plus parce qu'il fera l'objet de la présentation par Chloé Ginet en fin de matinée. C'est le sujet des standards pour l'échange des données. Donc avec 2 points clés à retenir sur ce sujet. Une nouvelle version du standard pour les données d'observation et de suivi habitat. J'ai cité tout à l'heure dans une de mes diapositives le fait qu'on avait plus de 4 millions de données sur les habitats qui étaient aujourd'hui bancarisés. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. On sait que c'est très lacunaire, que ce soit en terrestre ou en marin. Donc, veuillez noter que nous avons un standard pour partager les données d'observation sur les habitats et que, du coup, il est vraiment important qu'on engage un peu plus le partage des données sur cette thématique à l'échelle du SIND. Donc, le deuxième sujet, c'est le travail en cours de finalisation pour mettre à jour le standard pour les espèces. Comme je le disais, je ne m'étends pas puisque Chloé va en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir de ces 2 travaux, c'est qu'on a souhaité mettre à jour ces 2 standards dans une logique de rechercher une meilleure interopérabilité avec les standards internationaux. Parce que là, on a des standards qui sont un petit peu franco-français, hein, pour le dire simplement. Mais il y avait l'enjeu de rapprocher ces standards et la compatibilité, notamment avec le Darwin Core, qui est utilisé notamment par le GBIF et par d'autres, donc pour les données, et avec l'EML pour les métadonnées. Et puis le deuxième objectif de cette évolution, de cette mise à jour des standards, c'était aussi de mieux lier les standards entre eux. Donc mieux lier le standard espèce avec le standard habitat. Donc, et puis aussi de prendre en compte bien sûr les retours qui ont été faits par les utilisateurs. Donc nomenclature insuffisante, liste de valeurs qu'il fallait mettre à jour, des attributs qui ont été potentiellement mal définis ou mal compris. Et tout ça, c'est des informations qu'on nous donne au quotidien. Qu'est-ce qui manque dans le standard? Il y avait cet enjeu de prendre en compte ces retours et de proposer ainsi une nouvelle version. Et je te laisserai, Chloé, développer après.
Deuxième sujet donc sur les 5 groupes de travail que je voulais un petit peu approfondir, c'est le GT sur la sensibilité des données à la diffusion. Alors c'est vraiment important d'en parler, notamment dans le contexte de l'ouverture et de la mise en place de l'open data. En 2020, on a publié un rapport d'audit pour dresser un bilan des listes régionales produites et des pratiques. Ce qui nous a permis en 2021 de réouvrir le groupe de travail sur la sensibilité. Et puis ainsi, en 2022, on a réussi à publier le guide, qui est une nouvelle version du guide pour l'élaboration des listes de sensibilité. Donc c'est grosso modo le document qui cadre la manière d'élaborer des listes avec l'enjeu de rechercher une cohérence à l'échelle de l'ensemble des territoires. Et là, en 2023, on travaille, on est en cours sur ce sujet-là de travailler à la mise à jour de la liste SOC nationale. Donc l'enjeu qu'il y a derrière tout ce travail-là, c'est de rechercher une cohérence pour les espèces pour lesquelles il y a un enjeu justement de cohérence nationale. Voilà, donc ça c'était pour le sujet GT, sensibilité des données à la diffusion. Je vais passer au troisième sujet. Le troisième groupe de travail, un groupe de travail sur l'affichage et la diffusion des données sur les habitats. Donc c'est un groupe de travail qui a été ouvert initialement fin 2021. Et l'objectif de ce groupe, c'est toujours de définir les attentes en matière d'affichage et de diffusion. Donc l'objectif actuel, c'est de rédiger un cahier des charges fonctionnel pour trouver une solution de visualisation cartographique de ces données, parce qu'on n'affiche pas exactement de la même manière des données d'habitat que des données d'espèces. C'est difficile de cumuler des couches, des cartographies sur une même carte, ça devient vite illisible. On n'a pas le même niveau de numérisation. Donc comment on fait pour afficher ça proprement sur une carte? Qu'est-ce que recherchent les utilisateurs? Comment on gère des correspondances entre typologies? Voilà, c'est ça que questionne ce groupe de travail. Et l'objectif, c'est de démarrer les développements d'ici la fin de l'année. Je voulais profiter aussi de l'événement là pour annoncer l'ouverture d'un nouveau groupe de travail. Alors, il n'aura peut-être pas ce nom-là définitif, je l'appelais référentiel pour la validation, c'est peut-être pas comme ça qu'il va s'appeler. C'est une ouverture qui est prévue pour 2023 sous la forme d'un copilotage Grecia Patrinat. Donc le Grecia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe d'études des invertébrés armoricains. Et l'enjeu de ce travail-là, de cette collaboration, ce serait de chercher à renforcer les filtres automatiques pour la phase j'ai appelé ça la pré-validation automatique des données, donc en développant de nouveaux référentiels. Donc ça pourrait être par exemple la phénologie. Donc les objectifs de ce GT, ce sera en particulier, je n'ai pas tout listé, mais de proposer un certain nombre de référentiels qui pourraient être constitués à l'échelle régionale, donc en commençant par une preuve de concept sur un référentiel et sur un groupe taxonomique désigné. Donc vu le Grecia sera probablement du côté des invertébrés qu'on cherchera le groupe taxonomique. Deuxième objectif, ce sera d'animer la mise en place de ce référentiel au niveau d'un certain nombre de régions pilotes pour voir si c'est possible de mettre ça en place. Et ensuite de proposer un cadre méthodologique et technique pour déployer ces référentiels aux autres régions et à d'autres groupes taxonomiques si c'est possible. Et puis, dernier groupe projet dont je voulais parler ce matin, c'est INPN Espèces. Donc INPN Espèces, vous connaissez certainement, c'est une application mobile que vous pouvez trouver sur smartphone, qui a été lancée en 2016 et qui permet de découvrir en gros la biodiversité près de chez soi. Donc c'est comme ça qu'elle a été conçue en 2016. Elle est utilisable en métropole et en outre-mer. Et en 2018, on a mis en place un certain nombre de nouveaux développements pour donc notamment une nouvelle fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de contribuer. Donc initialement, c'était plutôt une application de découverte de ce qu'il y avait autour de chez soi. Et puis, donc c'est toujours une application de découverte, mais à laquelle on a rajouté la possibilité de contribuer au travers de la transmission de photos qui sont validées par un certain nombre d'experts. Et donc ça, c'était mis en place en 2018 et en fait, en 4 ans, c'est une application qui a permis de mobiliser plus de 600 000 données, donc 600 000 photos partagées, donc qui permet, si on récapitule tout ça, de compléter les cartes de répartition de plus de 11 000 espèces et sous-espèces, donc qui contribuent directement à l'inventaire du patrimoine naturel et qui sont donc disponibles en open data.
Et dernier point sur INPN Espèces, je voulais parler un petit peu des quêtes. Puisqu'en 2021, on a mis en place des quêtes des quêtes, c'est l'idée de répondre à une question spécifique qui concerne soit un groupe taxonomique, soit une espèce en particulier. Donc il y en a à peu près une vingtaine qui sont actuellement proposées. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran, là, j'ai illustré avec une quête, par exemple, qui a été proposée par l'OPI sur le suivi du Lucan cerf-volant. Donc voilà un exemple de quête. Et puis vous proposez, enfin en tout cas vous parlez de ce sujet-là parce que si vous souhaitez mobiliser du coup, enfin en tout cas utiliser INPN Espèces et proposer une quête à l'échelle de vos territoires, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les responsables de ce projet pour en discuter. L'idée c'est de mobiliser au maximum les citoyens au partage de données. Voilà, donc j'en ai terminé sur la présentation de ces différents groupes projets. Ce que je voulais quand même dire, c'est que là, je ne peux vraiment pas tous les détailler, évidemment, mais que c'est vraiment ces groupes de travail-là qui font vivre au quotidien, en fait, le dispositif, et en profiter pour remercier les différentes personnes qui participent à ces GT, qui participent à ces différentes réunions, à la relecture et à la production des livrables, parce que c'est l'enjeu aussi de ce travail collaboratif sur des sujets en particulier, pour faire du dispositif un projet qui avance de manière co-construite. Et voilà, et c'est donc au-delà de la gouvernance un peu macro et des enjeux de feuille de route qui sont certes importants, le quotidien, c'est aussi ces groupes de travail-là qui planchent sur ces différents sujets. Et donc je l'ai déjà dit, mais je me permets de le rappeler, vous voulez suivre ces groupes de travail-là, vous voulez les intégrer, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur le site du SINP, donc sinp.naturefrance.fr, catégorie les groupes projets. Voilà, donc j'ai terminé pour le petit point d'actualité de la matinée. Donc je vous remercie. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour les questions. Je crois que j'ai un petit peu dépassé.